Classique 21. Classic 21. The Rock Generation Radio. Radio Caroline avec Olivier Monsens. Salut, ravi de vous savoir à mes côtés pour un nouveau périple à bord du cargo de Radio Caroline. De nouveaux périples, devrais-je dire, à travers aujourd'hui quelques révolutions, bouleversements ou conflits un peu partout dans le monde, conflits armés, religieux ou idéologiques, et souvent les trois à la fois, mais surtout tels que rapportés, filmés, éclairés par l'un des reporters les plus exceptionnels qu'a connu la télévision publique belge, la RTB Télévision dont on fête les 70 ans. Je parle de Josy Dubié, un journaliste entré en 1970 dans notre maison après avoir travaillé un temps dans la marine marchande. Pas de risque donc qu'il ait le mal de mer à bord de notre cargo. Pour les besoins d'un documentaire en 2 parties titré La folle épopée de la télé belge, diffusée le 6 novembre à 20h20 sur la 3 et quelques jours plus tard en seconde partie de soirée sur la 1, j'ai rencontré, entre autres personnalités de la télévision belge, Gérard Corbiot, célèbre metteur en scène de cinéma bien sûr, mais qui fut d'abord réalisateur télé à la RTBF, suivant notamment Josy Dubié pour certains de ses reportages. Alors je vous propose d'écouter Gérard Corbiot au sujet de Josy, et ensuite Jean-Claude Defossé, on l'ignore parfois, qui est le frère de Josy Dubié. Josy était extraordinaire comme chef d'équipe. Je n'ai jamais vu ça et je n'ai plus jamais rencontré ça. C'est quelqu'un pour qui, effectivement, le journalisme était quelque chose de profondément ancré et fort, et qui prenait les décisions qu'il fallait et qui avait envie aussi de faire état du monde et de l'avancement du monde. Quand nous faisions 9 millions 9, c'était l'après 68. Beaucoup de choses se transformaient. C'était un moment assez étonnant, en tout cas, de bouleversement du monde. Et Josy, oui, un moindre truc, il était parti, il était à l'autre bout de la planète et rapportait des images absolument formidables. Il a été à la base de scoop assez extraordinaire, j'ose le dire, même si c'est mon frère. Il a fait la chute de Saïgon, il a fait la dernière interview de Salvatore Allende, il a fait la guerre Iran-Irak, il a fait la révolution des œillets au Portugal, un coup d'État en Grèce, j'en passe et des meilleurs. C'était à une époque où la RTB marquait son territoire dans le monde entier. Allez, on va partir à travers le monde avec Josy Dubié. Le 9 novembre 1973, le magazine d'actualité 9 millions 9, magazine de la RTBF, qui s'appelle encore RTB, diffuse un reportage mené par Josy Dubié et réalisé par Claude Lebrun, intitulé Shalom Salam, reportage d'une surprenante actualité. Josy Dubié y rencontre 2 familles vivant en Belgique, l'une juive, l'autre palestinienne, dans le but d'appréhender, sans prendre parti, avec délicatesse, la question fondamentale de l'existence de 2 peuples convoitant la même terre. On y entend le père de la famille palestinienne ainsi que ses enfants, dont surtout Mohamed, 11 ans, et d'autre part, dans la famille juive, un couple et leur fils, Daniel, 15 ans. Dans cette première plongée, au cœur de cette archive, nous nous retrouvons dans la campagne belge à la rencontre de la famille palestinienne à l'automne 1973. Je le rappelle, il y a donc 50 ans. Vous êtes 6 frères et sœurs. Oui, C'est pas l'aîné. oui, c'est moi. Et vous êtes quoi? Quelle est votre nationalité? Palestinienne. Vous êtes palestinien, tous les 6? Oui. Les 6. Comment vous appelez? Moi, Dihab, représentant la guerre sainte. Et toi? Moi, Nida, ça veut dire la lutte. Toi, tu t'appelles Nia la lutte. Et toi? Nidal, Palestina, mon pays. Tu t'appelles Palestina, comme ton pays, tu dis. Et toi? Moi, c'est Moujahed, mais en français, on dit Mouchared, parce qu'ils ne savent pas le dire. Alors, Le combattant, c'est ça? oui. Et toi? Moi, je m'appelle Napoléon en français, mais je m'appelle Mohamed en arabe. Et vous habitez ici? Oui, on habite dans cette maison. C'était une maison qui tombait presque en ruine. Alors, mon père, il a travaillé un bon bout de temps, il l'a rangé. Et encore à côté. Et la maison qui est à côté, là, c'était une étable. Les murs ne tenaient pas très bien, nous avons bien arrangé ça. Maintenant, c'est une demeure habitable et nous la louons. Et tu te plais bien ici? Quand même, parce que moi, je voudrais bien retourner à mon pays. Monsieur, il y a combien de temps que vous vivez en Belgique? 10 ans. Il y a 10 ans que vous êtes arrivé chez nous? Oui. Et cette maison ici, c'est à vous? Je l'ai acheté, oui, il y a 5 ans. Et qu'est-ce que vous faites en Belgique? Je travaille comme ouvrier.
Vous êtes ouvrier dans l'industrie. Oui, dans un usine. Vous avez combien d'enfants? 6. Et pourquoi vous avez quitté la Palestine? Parce que c'était pris par les Israéliens, ils ont pris notre pays et on a jeté dehors. Et pour toi, ton pays, c'est quoi? C'est comme pour vous, la Belgique, je voudrais bien y retourner un jour. Quoi, en Palestine? Oui, en Palestine. Mais tu n'y as jamais été, Non. Qui t'en a parlé? Oh, mes parents. Ils en parlent souvent? Oui. Très. À tout le monde? Oui. Et qu'est-ce qu'ils en disent quand ils vous parlent de leur pays? C'est quoi? Ils parlent souvent. C'est notre territoire. Puis, c'est notre territoire, nous devons le ramener. Nos grands-parents ont résisté, là. Il y en a beaucoup qui sont morts, ils ne l'ont pas eu. Nos parents, pour le moment, ils sont en train de résister, en train d'essayer de le reprendre. Si eux ne l'auront pas, nous, on l'aura. Si nous ne l'aurons pas, nos enfants l'auront. Si nos enfants ne l'auront pas, nos petits-fils l'auront. Nous devons le avoir. Nous pouvons vivre avec les Juifs s'ils sont d'accord. Mais s'ils ne sont pas d'accord, alors là, c'est un autre problème. Il faudra bien que ce soit la guerre. Tu veux pas la guerre? Moi, je ne la veux pas. Je voudrais bien qu'on habite ensemble. Qui Avec habiter nous ensemble? et les Juifs. Et tu crois que c'est possible? C'est possible, mais ils auront dû s'entendre. Chacun voudra avoir plus de droits que l'autre. C'est ça. Mais s'ils auraient les mêmes droits, ça irait. Tu crois qu'il y a plus de Belges qui aiment les Juifs que de Belges qui aiment les Arabes, c'est ça? Pourquoi tu dis ça? Ben, ils disent toujours des choses contre les Arabes. Contre les Juifs, ils n'en parlent pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Napoléon? C'est une chanson sur la lutte. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'ils disent là? Ils disent qu'il y a les ennemis qui prennent la terre. C'est une chanson palestinienne. Oui. Et qui dit quoi? Quelles sont les paroles? Traduis un peu. Ô Jérusalem, à toi mon sang. Ô Jérusalem, à toi mon âme, puis sois témoin que je suis Fédaïne. Ô Jérusalem, à toi la paix. Et où est-ce que vous avez appris cette chanson? Moi, c'est mon père qui a appris. Je le rappelle, nous sommes en novembre 1973. La RTB diffuse sur sa seule chaîne son célèbre magazine d'actualité 9 millions 9, qui s'est d'abord appelé 9 millions et s'appellera plus tard À suivre. Josy Dubié a rencontré une famille palestinienne vivant en Belgique et cette fois, c'est à une famille juive qu'il donne la parole. Moi, je suis né en Égypte en 1937 et j'ai vécu là pratiquement jusqu'en 1956, le moment où il y a eu une sorte de décret de loi égyptien qui a enlevé tout moyen à mon père, qui en dépit de sa présence en Égypte, sa naissance en Égypte, n'avait pas obtenu de nationalité égyptienne. On a été obligé de foutre le camp, quoi. On a été obligé de partir. Votre père était pharmacien et vous avez tout perdu. Oh oui, c'est-à-dire que nous sommes partis d'Égypte et je crois que nous sommes dans le même cas que des centaines de milliers de juifs des pays orientaux. Nous sommes partis en laissant absolument tout. Nous sommes sortis d'Égypte avec une valise, quelques vêtements et à peine, je crois, l'équivalent de 200-300 francs en poche. Mais avant 56, vous n'aviez jamais eu à souffrir en Égypte en tant que juif? Je ne dirais pas que moi, personnellement, j'ai eu à souffrir en tant que juif, mais il est un fait qu'on sentait quand même une certaine montée, une certaine animosité par rapport au conflit du Moyen-Orient. Vous êtes venu en Belgique tout de suite alors? Non, j'étais d'abord en France pendant 5 ou 6 mois. C'est là que j'ai fait la connaissance de ma femme, qui est belge. Vous êtes une juive d'origine européenne. Est-ce que vos parents ont souffert de la guerre? Dans ma famille, et moi je suis une famille de privilégiés, puisque j'ai gardé mon père et ma mère, ce qui était une chose très rare. Je me suis retrouvée en Suisse dans un orphelinat où mon frère et moi, je pense, sur 400 enfants, nous étions les seuls à avoir nos parents. Mais nous avons quand même perdu 11 personnes de la famille.
11 personnes sont mortes dans les camps. Dans les camps de concentration. Et 11 personnes, c'était des privilégiés, puisque j'ai gardé mon père et ma mère. Pour vous, Israël, en quelque sorte, c'est une garantie que ça ne se reproduira plus jamais. C'est une garantie que ça ne se reproduira plus jamais, et c'est le fait que pour la première fois depuis 2000 ans, le peuple juif peut ne pas dépendre des autres peuples. Israël, c'est pour moi la garantie de l'existence de tout un peuple. Et pour moi, c'est la fin de la peur. Pourquoi êtes-vous venu en Belgique et n'avez-vous pas été en Israël? Mais j'ai été en Israël pendant 3 ans, 3 ou 4 ans à peu près. Mais vous ne vous êtes pas adapté? C'est-à-dire que je me suis très bien adapté, moi, personnellement. Ma femme a eu, en tant qu'Européenne, plus de difficultés d'adaptation que moi. Le sionisme, c'est la théorie du retour à la terre promise. Oui. Mais oui. Cette terre était occupée par des Palestiniens. C'est effectivement 2 bons droits qui s'affrontent. Il y a un problème palestinien qui est très poignant, qui est réel, mais jusqu'à ce jour, les Palestiniens n'ont pas été capables d'apporter une solution constructive à leurs propres problèmes. Je crois qu'un État laïque palestinien en lieu et place de l'État d'Israël est une pure vue de l'esprit. À présent, c'est un échange entre Mohamed, 11 ans, et Daniel, 15 ans, que Josy Dubié suscite. Quelle est la solution pour toi, Mohamed? De vivre ensemble. En paix? Tu crois que c'est possible? Peut-être. Et toi, Daniel? Je ne sais pas si l'assimilation est possible, car chacun voudrait se sentir chez soi, chacun voudrait avoir cette terre et ne voudrait pas se sentir chez l'autre. Ce qui serait possible, ce serait une négociation qui arrive à diviser le pays pour que chacun vive en paix et que la guerre se termine. Si vous deviez vous rencontrer dans la rue, dans vos pays respectifs, pour vous dire bonjour, toi tu dirais shalom, Daniel, toi tu dirais salam. Ça veut dire le même mot, paix. Est-ce que vous croyez que la paix sera un jour possible au Proche-Orient? La paix est sûrement possible, à condition qu'on veuille bien se mettre d'accord, se mettre à table et commencer à discuter du problème et trouver une solution ensemble. Toi, Mohamed, tu crois que la paix est possible? C'est possible, mais il y a peu de chance. Pourquoi? Les pays ne s'entendraient pas. Les peuples ne s'entendent pas? Les peuples ne s'entendent pas très bien non plus. Comme Palestiniens, tu en veux aux Israéliens? Un peu. Pourquoi? Ils m'ont chassé de mon pays. Tu y retourneras un jour? J'ai pas envie et j'y retournerai certainement. Par quel moyen? Par la guerre, même s'il le faut. Et toi, tu es prêt à défendre Israël? Oui, s'il s'agissait de... Si Israël était mis en danger et qu'il s'agissait de protéger sa sauvegarde, son existence, oui. Est-ce que vous pouvez imaginer que vous vous retrouverez un jour sur un champ de bataille face à face? C'est possible. Ce n'est pas... Je ne le souhaiterais pas, bien au contraire, mais si par la force des choses, on y devient obligé, c'est possible. Eh bien voilà, nous étions en 1973, il y a 50 ans. Radio Caroline, avec Olivier Monsens. Peut-être en avez-vous entendu parler récemment, mais comment ne pas évoquer ici le document exceptionnel qu'a signé Josy Dubié, dont nous suivons les aventures à travers une planète en ébullition, il y a 50 ans également, en 1973, en septembre 1973, au Chili, récoltant pour le magazine d'actualité 9 millions 9 l'ultime interview de Salvador Allende avant sa tragique disparition face aux troupes du dictateur Pinochet. L'immense majorité du peuple chilien ne veut pas d'une guerre civile et les forces armées ne se prêteront pas à ce risque car les forces armées chiliennes sont des forces armées professionnelles qui respectent les dispositions de la loi et de la Constitution.
Ainsi donc, une certaine logique est sauve. Comme en Espagne en 1936, comme en Argentine en 1955, comme au Brésil en 1964, comme en Grèce en 1967, au Chili en ce mois de septembre 1973, l'armée, chargée en principe de défendre le pays contre les dangers extérieurs, l'armée a défendu, une fois de plus, l'ordre des possédants contre l'ordre de ceux qui réclament plus de justice économique et sociale. L'armée que le président Allende croyait respectueuse de la Constitution, l'armée chilienne a choisi son camp, le camp de ceux qui ont tout, contre le camp de ceux qui n'ont rien. Le suicide ou l'assassinat de Salvador Allende, premier chef d'État se proclamant ouvertement marxiste et révolutionnaire, a accédé au pouvoir dans une démocratie bourgeoise par la voie des urnes, la mort tragique de Salvador Allende marque la fin d'un espoir. L'espoir de millions de travailleurs, paysans, ouvriers, étudiants, intellectuels, au Chili mais aussi ailleurs dans le monde, l'espoir de réaliser un jour pacifiquement, dans l'ordre et la légalité, le socialisme auquel ils aspirent. Dès après le succès électoral d'Allende aux élections présidentielles de septembre 1970 et avant même qu'il accède au pouvoir, le capital national et international et surtout les grandes compagnies multinationales américaines, particulièrement l'ITT, intriguaient dans l'ombre pour empêcher de réaliser le programme devant mettre fin à la tutelle économique des États-Unis, programme de l'unité populaire dont le président Allende nous expliquait il y a peu les grandes lignes. Je vais synthétiser ce qui me semble être le fait le plus significatif et le plus important de l'unité populaire. En premier lieu, au point de vue politique, pour la première fois dans notre pays, et peut-être pour la première fois, je le dis sans exagérer, sur notre continent, on a réussi à grouper sur la base d'un programme commun les marxistes et les chrétiens. Sobre la base de un programa común a laicos, marxistas y cristianos. C'est un programme qui est en accord avec la réalité chilienne, son histoire et ses traditions, ses combats. Un programme destiné à obtenir l'indépendance économique et la pleine souveraineté politique. Un programme anti-impérialiste, anti-monopole, anti-latifundiste et destiné à nationaliser les richesses principales aux mains des capitaux étrangers, à approfondir la réforme agraire, à contrôler le système bancaire et le commerce exportation-importation. Au cours de son reportage au Chili, alors qu'Allende est encore au pouvoir, avant donc sa disparition, mais très peu de temps avant, Josy Dubié rencontre un prêtre catholique chilien. Je crois que c'est un progrès de réserver une part pour les plus modestes qui avant n'avaient rien. Est-ce que le peuple tout entier soutient l'unité populaire ? Non, il est triste de constater qu'il y a une partie de la couche populaire qui devrait, étant donné sa position de classe, défendre le gouvernement. Mais il leur manque une conscience sociale. Très souvent, par incompréhension, ils s'y opposent. Je crois qu'il y a ici un problème d'immédiatisme. Les gens ne voient que l'immédiat. S'ils manquent de pain ou autre chose, ils doivent faire la queue et ils ne vont pas plus loin. C'est regrettable. Cette école de fortune, où des classes ont été aménagées dans des autobus désaffectés, témoigne de l'effort de scolarisation considérable entrepris par le gouvernement d'unité populaire. Ici, dans ce poblacion, ce bidonville des faubourgs de Santiago, avant Allende, il n'y avait rien. Maintenant, non seulement les enfants suivent les cours,
mais ils sont nourris, gardés et soignés dans un dispensaire proche. En 3 ans de gouvernement d'unité populaire, la population scolaire a ainsi plus que doublé au Chili. Retour à cette toute dernière interview du président chilien Salvador Allende avant qu'il ne se suicide dans son palais présidentiel durant le coup d'état militaire du général Augusto Pinochet. Interview réalisée, je le rappelle, par Josy Dubié. Je l'ai dit sur tous les tons. Il n'y a rien de plus tragique. Il n'y a pas de danger plus grave qu'une guerre civile. Si cela se produisait, même si elle était gagnée par le peuple et le gouvernement, ceux-ci hériteraient de ce qu'il y a de pire dans le pays. Une guerre civile au Chili non seulement mettrait en danger notre vie en commun, du point de vue social, mais on verrait le père affronter le fils, le frère affronter la sœur, dans un pays où le degré de politisation a atteint un tel niveau qu'il est pratiquement divisé en 2 camps. Au printemps 1982, c'est cette fois en Grande-Bretagne que se rend Josy Dubié, en pleine guerre opposant le Royaume-Uni et l'Argentine au sujet des îles appelées Falkland pour les uns ou Malouines pour les autres, îles que veulent récupérer ou annexer, c'est selon, les Argentins. Le reporter fait réagir quelques citoyens britanniques, dont ce couple d'Écossais. Pensez-vous appartenir encore à un grand empire? Oui, je le pense. Chaque Britannique pense-t-il comme vous, à votre avis? Pour la grande majorité, oui. Ne pensez-vous pas, cher ami, que la plupart des Britanniques se sentent toujours citoyens de l'Empire? Je ne sais pas, mais ce que nous ressentons, c'est que rien de bon n'est arrivé depuis que nous avons abandonné cet empire. Voyez-vous, en ces années-là, la situation était très bonne pour beaucoup de gens. Et que pensez-vous de ce qui se passe dans l'Atlantique Sud? Je pense que c'est épouvantable. Car ayant moi-même fait la dernière guerre mondiale, je n'aime pas revoir ça. Mais nous ne devons jamais oublier que la junte argentine a débarqué sur les Falklands, alors que nous n'avions jamais touché aux Argentins. Ils ont débarqué, ce sont eux les agresseurs. Les Nations Unies les ont condamnés et ils n'en ont absolument pas tenu compte. Donc s'ils ne veulent pas partir, nous devrons tout simplement les y obliger. Vous savez ce que c'est la guerre puisque vous l'avez faite. C'est une chose terrible, j'y ai perdu un tas de très bons camarades. Ne croyez-vous pas que cela puisse nous mener à une nouvelle guerre mondiale? Pensez-vous que cela en vaille la peine? Je pense que le risque est de plus en plus grand. Mais je crois aussi que si nous avions dit « cela n'a pas d'importance », nous aurions alors été entraînés à terme sur un terrain très dangereux. Nous étions en 1982. En octobre 1976, cette fois, Josy Dubié se rend en Irlande du Nord, en pleine guerre civile à Belfast, ville déchirée par une guerre de religion où règne la ségrégation sociale. Mais une ville où, dépassant ces clivages, des femmes catholiques et protestantes luttent ensemble pour la paix. La violence croissante a créé dans l'opinion publique de l'Ulster un écœurement croissant vis-à-vis de la violence. La mort de 3 jeunes enfants tués dans un accrochage entre soldats britanniques et partisans de l'IRA au mois d'août dernier a fait déborder le vase. Au lendemain de ce drame, 6000 femmes d'un ghetto catholique de Belfast signaient une pétition exigeant la fin des violences et le rétablissement de la paix. Le mouvement des femmes pour la paix était né. Spontané et généreux, il allait déferler sur le pays. Betty Williams et Mert Corrigan, les tantes des 3 enfants assassinés, allaient prendre la tête du mouvement. We have a simple message for the world. From this movement for peace, we want to live and love and build a just and peaceful society. Le désir de paix est incontestable aujourd'hui en Ulster. Mais la signification de cette paix nous est souvent apparue différente suivant l'appartenance sociale des militantes du mouvement, ainsi ces femmes de la bourgeoisie protestante. I mean,
Il ne peut y avoir de paix sans justice. Mais nous n'avons pas à dire paix avec justice, car pour nous, la paix est la justice. Pensez-vous que la réunification des deux Irlandes est possible pour le moment? Je ne crois pas du tout que ça soit possible, parce que les protestants d'Irlande du Nord ne pourraient absolument pas se satisfaire du système de gouvernement existant en Irlande du Sud. Il leur apparaît comme un véritable État dominé par l'Église catholique romaine. Par exemple, l'avortement, la contraception, le divorce n'existent absolument pas en Irlande du Sud, alors qu'ici les gens ont une attitude libérale vis-à-vis du divorce, de la contraception et de l'avortement. Je ne crois pas une minute qu'ils accepteraient les lois telles qu'elles existent en Irlande du Sud. Moi, je ne dors pas bien la nuit, parce que j'ai une conscience. Mes enfants ne sont pas responsables de cette situation. C'est ma génération qui a fait cette situation. Donc j'ai une conscience et je prends des tranquillisants pour pouvoir dormir et un whisky de temps en temps. Le reporter se rend à présent dans le quartier ouvrier catholique. Je ne connais pas grand-chose de la bourgeoisie, mais je pense qu'il n'y a plus de problème dans les quartiers ouvriers. Nous sommes ceux qui ont vraiment subi les bagarres, donc c'est nous qui devons trouver une solution. Cette femme-là a eu son fils assassiné parce qu'il était catholique, seulement à cause de sa religion. Les gens ici veulent la paix et aussi la justice. Mais avec la paix, on pourra aller de l'avant et chercher la justice. Vous pensez que vous avez les mêmes problèmes que la classe ouvrière protestante? Exactement le même. Nous avons les mêmes problèmes de logement, de chômage, bref, les mêmes problèmes dans les deux ghettos, catholiques et protestants. À travers le mouvement pour la paix, nous en avons eu la preuve. Avant, je croyais jusqu'à un certain point qu'ils étaient privilégiés. Mais en rencontrant ces gens, en parlant avec eux, j'ai découvert qu'ils n'étaient pas mieux lotis que nous dans notre ghetto catholique, que tout ce qu'ils avaient, ils devaient travailler pour l'avoir, comme nous. Ces militantes du mouvement pour la paix du ghetto catholique de Falls, comme celles du ghetto protestant voisin de Shankill auquel elles vont rendre visite, sont soumises aux pressions et aux menaces des groupes paramilitaires des deux camps qui considèrent que leur mouvement est organisé ou en tout cas manipulé par les autorités britanniques. Certaines militantes ont déjà été battues ou blessées, ce qui n'a pas diminué leur détermination à poursuivre leur combat pour la paix. Leur paix, à celle-ci, c'est la paix avec la justice, autrement dit, une paix faisant disparaître les causes de la guerre. Pour d'autres, dans d'autres milieux, la paix, c'est la justice. Autrement dit, une fois la paix revenue, la justice régnera. La différence est énorme. Quoi qu'il en soit, une brèche a été ouverte dans le mur de l'intolérance. Avant le début du mouvement pour la paix, aucune de ces femmes catholiques n'avait franchi depuis 7 ans le no man's land de 200 mètres séparant les deux ghettos. Armées de leur seul courage, de leur seul enthousiasme et de leur seule foi, ces femmes catholiques et protestantes pourront-elles vaincre le fanatisme qui se nourrit de la terre de l'Ulster? Notre voyage se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à lui jeter des étoiles plein les yeux et surtout à le faire partager. Belle journée ou bonne nuit. Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.